C'est un bijou, cet édifice du XVIIe. Il n'est pas imposant, mais il en impose par son architecture et ses différents bâtiments, en fait. Hein. Et tout ça, c'est une complexité esthétique. Les deux sphinx, là, sur le fronton, ce sont les armoiries du premier propriétaire des lieux, un bourgeois gentilhomme du XVIIe siècle, donc. Il s'appelait Pierre Aubert. Est-ce que vous savez qui il était? Non, mais j'ai l'impression que je vais l'apprendre. Exactement, il était percepteur du roi chargé de récolter la gabelle. Ah, l'impôt sur le sel. Exactement, d'où le nom de Il ferait l'hôtel. faillite en ce moment, puisqu'on limite, on limite beaucoup Beaucoup le de sel. sel. Mais à l'époque, il a fait fortune, d'où le nom de cet hôtel, l'hôtel Salé, pour se moquer de lui. Vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Picasso? Il a tout osé, hein, à partir des Demoiselles d'Avignon. Il s'est passé tellement de choses nouvelles. Quand je vois toutes ces œuvres, je me dis quelle énergie qu'on ressent déjà dans son travail d'artiste, mais l'énergie aussi dans sa production, tout simplement. Bonjour Guy Savoie. Bonjour. Chef, j'ai pas le droit. Vous pouvez, mais je préfère le mot cuisinier. Cuisinier, pas n'importe quel cuisinier, triplement étoilé à la tête du meilleur restaurant au monde, selon le classement La Liste. Dans cette émission, on va revenir sur ce parcours hors norme au firmament de la gastronomie française. Mais avant, ça vous tente d'aller voir la dernière exposition du musée Picasso? Ça m'enchante. Allez, on y va. On y va. Pablo Picasso et Auguste Rodin n'appartiennent pas à la même génération. Ils ne se sont sans doute jamais rencontrés. A priori, rien ne lie les deux artistes, hormis leur génie respectif. Et pourtant, ces deux précurseurs qui ont ouvert la voie à la modernité dans l'art engagent un dialogue secret dans ce magnifique hôtel particulier. Leurs œuvres s'interpellent, se répondent dans une grande exposition temporaire. Bonjour Virginie. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de les faire se rencontrer, de les faire dialoguer? Comment a germé cette idée-là? Ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est que tous les deux avaient ce rapport à la création qui était profondément expérimental, qu'on peut tisser un certain nombre de convergences artistiques entre l'œuvre de Picasso et l'œuvre de Rodin, notamment dans l'invention des processus comme la technique de l'assemblage, le travail en série, qui sont autant de thèmes qu'on aborde dans l'exposition. Bon, vous êtes plutôt Picasso ou plutôt Rodin? Je vais dire plutôt Picasso, mais moi je ressens toujours l'énergie, quoi. C'est l'énergie qui... C'est l'énergie qui les anime. Voilà. Ouais. C'est le monument à Balzac, de Rodin évidemment. C'est une sculpture qui a énormément influencé Picasso. De quelle manière? On est ici dans une salle autour de 1900. 1900, c'est l'année de l'arrivée de Picasso à Paris et c'est le premier choc avec Rodin. Quand il se représente en peintre dans son autoportrait bleu en 1901, c'est drapé dans son manteau de peintre comme va l'être Balzac dans sa robe de chambre pour le monument de Rodin. Ce que je ressens ici, il y a un comédien et là il y a un spectateur. Le penseur de Rodin, œuvre évidemment emblématique. Est-ce que c'est vrai que Picasso avait punaisé une photo du penseur dans son atelier à Barcelone? Oui, tout à fait, oui. En 1902, Picasso va collectionner un numéro spécial Rodin de la revue Pelliploma, dans laquelle est reproduit le penseur de Rodin, quasiment en pleine page. Et Picasso va découper cette image du penseur et l'accrocher sur le mur de son atelier à Barcelone. À votre avis, il pense à quoi ce penseur, Guy? Si c'est le matin, il doit penser à ce qu'il va y avoir comme plat au déjeuner. Voilà. Là, c'est la grande baigneuse au livre de Picasso, directement inspirée, enfin en tout cas c'est l'interprétation qu'on en a, du penseur qu'on vient de voir. Alors voilà, Picasso ne s'est jamais revendiqué du penseur quand il a peint sa grande baigneuse au livre en 1937, mais on y retrouve exactement la même pose que le penseur de Rodin. On voit que Picasso va réutiliser la même palette, une sculpture qui a l'air très
proche du plat. C'est quasiment une sculpture en peinture. Absolument, mais c'est ce qu'on ressent tout de suite en regardant. Hein. Oui, on voit le volume se détacher de... Voilà. S'il y a vraiment la 3D. Exactement, c'est assez troublant. Nous sommes dans votre restaurant 3 étoiles de l'hôtel de la Monnaie. Le ballet en cuisine vient de reprendre après 7 mois d'interruption en raison de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez immédiatement retrouvé tous vos réflexes? Alors oui, curieusement, tous les réflexes sont arrivés. Je veux dire, le 9 juin au soir, à 21h30, j'ai eu cette sensation que je vais qualifier de délicieuse, pour reprendre un terme culinaire, qu'on n'avait jamais fermé. Fort de l'expérience de cette crise, aujourd'hui, je suis convaincu que le mot retraite est définitivement rayé de mon vocabulaire. D'accord. Voilà. On s'en réjouit. Votre restaurant vient d'être sacré meilleur restaurant au monde pour la 4e fois consécutive. Je sais que lorsque vous l'avez appris, vous avez pleuré. À quoi vous avez pensé à ce moment-là? Alors, lorsque votre travail est reconnu, c'est-à-dire qu'on a récompensé à la fois vos efforts, et il y a beaucoup d'efforts donc, au quotidien, bien sûr que ça provoque une émotion, parce que la satisfaction, bien sûr, du travail bien fait, mais ça, on l'a 2 fois par jour, à chaque table et pour chaque convive. Et puis aussi la reconnaissance, parce qu'en fait, il y a très peu de métiers qui ont ce type de reconnaissance, peut-être dans le sport. On vient du monde entier pour savourer votre soupe d'artichaut à la truffe noire. Je sais que votre goût pour la cuisine remonte à l'enfance, c'est votre maman qui vous a initié. Parlez-nous un petit peu de vos premiers pas à ses côtés. Alors, les premiers pas en cuisine, c'était surtout comme dégustateur. Mon premier réflexe en rentrant de l'école, au déjeuner, c'était d'aller vite soulever le couvercle de la marmite et puis de commencer à goûter, ce qui la mettait folle de rage en me demandant si je ne pouvais pas attendre d'être à table. Mais non, je ne pouvais pas attendre. C'était une forme de pulsion. Moi, la gourmandise a été toujours pour moi la plus belle ponctuation de mes journées. Et un jour, elle a confectionné des langues de chat. Elle m'a demandé de surveiller au four, donc j'ai vu... À l'époque, les fours n'avaient pas de vitres, donc je suis très impatient, j'ouvrais sans arrêt. Et là, j'ai été fasciné par la transformation. Ces petits boudins qui se sont aplatis, qui ont pris une jolie couleur brune sur le tour. Ça sentait bon dans la cuisine. Quelques minutes après, c'était croustillant. Je me dis, mais c'est magique, quoi. Et cette magie-là me touche encore à chaque assiette qui sort de la cuisine. Je me dis que c'est magique. La suite, elle va s'écrire chez le pâtissier Louis Marchand, chez les frères Trois-Gros. Ensuite, vous prenez la succession de Bernard Loiseau à la barrière de Clichy. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces différentes expériences? Alors, on a la chance de faire un métier qui est riche d'une multitude de styles. Ce qui fait d'ailleurs la richesse de notre gastronomie, c'est à la fois, bien sûr, la diversité et la qualité des produits, et la sensibilité des artisans qui composent cette gastronomie, qu'ils soient charcutiers, boulangers, cuisiniers, pâtissiers. Et en fait, le fait de faire un certain nombre de maisons permet de constituer ce socle qu'on appelle tout simplement la formation. Et c'est cette formation qui, après, vous permet de faire votre propre cuisine, d'adopter votre propre style et de faire parler votre propre sensibilité. Mais il faut que ce socle de la formation soit suffisamment solide pour vous donner toutes les possibilités ensuite. Première étoile en 81, deuxième étoile en 85, troisième étoile en 2002. J'imagine que pour rester au firmament, eh bien, il ne faut rien lâcher. À quoi ressemblent vos journées? Alors, ne rien lâcher, déjà, j'ai beaucoup attendu entre la deuxième et la troisième, ce qui est aussi formateur, hein, c'est-à-dire que pour l'obtenir, cette troisième étoile, bien sûr qu'il ne fallait rien lâcher. Le vrai défi chez nous, c'est 2 fois par jour, pour chaque table et pour chaque convive, quel que soit le nombre d'étoiles. Donc c'est avec cette abnégation, cette volonté de ne rien lâcher, oui, que cette troisième étoile est arrivée. Après, bon, votre maman est contente parce que son fils a 3 étoiles. Vous, petit ressort que vous compressiez toutes les années en disant, bon, c'est pas cette année, alors que la presse disait, mais pourquoi il n'a pas 3 étoiles? Donc voilà, le jour où elle arrive, oui, c'est un moment formidable, qui, moi, m'a libéré d'une... Pression. Oui,
Je pense d'une pression et d'une interrogation. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de 4 restaurants aux identités distinctes. Parlez-nous un petit peu de la philosophie de chacun de ces établissements. Le frère jumeau du 11 quai de Conti est au César Palace à Las Vegas depuis 15 ans. Je dirais le mariage César Palace, restaurant Guy Savoy fonctionne bien. Il y a près de l'Étoile le Chiberta, rue Arsène-Housset, qui a une étoile au guide Michelin. Et la rôtisserie Maître Albert, qui est rue Maître Albert, au pied de Notre-Dame, rive gauche. Voilà. Un jour, un convive m'a donné cette définition, moi, qui me convient bien. Ils ont tous le même parfum, mais chacun a sa personnalité. Si on devait vous résumer Guy Savoy à un menu entrée, plat, dessert, qu'est-ce qu'on mangerait ce midi? Qu'est-ce qu'on mangerait ce midi? Je commencerai par des huîtres, la soupe d'artichaut, et puis peut-être terminer par du rouget, parce que le rouget est un poisson qui a du punch. Je le travaille simplement avec le jus est fait avec le foie du rouget. On peut passer en cuisine, parce que nous, on est quand même très curieux de savoir comment ça se passe en coulisses. Oui, ben justement, je vais vous montrer des huîtres, et puis un rouget. Merci. Là, on a des huîtres. Je vous ai parlé d'huîtres. Donc, huîtres sur plusieurs versions. Là, on a une version, je dirais, concassée. Là, elle est servie avec un granité, algues et citron. Donc, on a décidé de remettre son univers, c'est-à-dire les algues et le citron. Et on reste dans le monde, dans l'univers de l'huître. Je vous ai parlé aussi des rougets tout à l'heure. Ouais. Pour moi, c'est un poisson qui est tellement savoureux. Alors, qui a parfois une mauvaise presse parce qu'il a beaucoup d'arêtes. Oh, et ça... Alors ça, c'est bon. N'ayez pas... Ça, il faut être nombreux à table. N'ayez pas peur. Bon, mais ça, c'est le genre de plat qu'on peut faire dans un restaurant parce qu'il y a un certain nombre de convives et que, bien sûr, là, c'est un dos de veau, en fait. C'est le dos du veau qui est cuit entier. Après, il est simplement, je dirais, recouvert d'épices pour marquer sa saveur. C'est beau, magnifique. On part à présent à la rencontre d'un artiste plasticien inclassable, Fabrice Hibert. Peintre, sculpteur, dessinateur, artiste et scientifique. Il se passionne pour la nature et ses mutations, pour les forêts et les arbres. Il détourne les objets de leur fonction, conçoit des toiles comme des storyboards. Bref, son atelier est un lieu d'expérience, de plaisir, où il invente un monde utopique qui lui ressemble. C'est la caverne d'Alibert. C'est ça. Ah, bien, joli. J'ai toujours dit que tu étais inspirant. Quand on regarde toutes ces œuvres, on se dit qu'il y a chez vous un côté expérimentateur. Est-ce que c'est votre côté scientifique? Vous aimez explorer? Ça doit être ça, ouais. Le côté scientifique est très présent depuis le début. En fait, les tableaux, ça me sert pour écrire mes pensées, mes réflexions, les questions que je me pose sur le monde. Et puis, j'essaie de trouver des solutions en dessinant. Et puis, ça me rappelle plein d'histoires. Je vais voir des chercheurs, tout ça, des gens qui trouvent des solutions à des choses. Et hop, ça nourrit mon travail. En fait. Et qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis en train de dessiner une forêt, entre autres. Une forêt que j'invente. J'invente des arbres, vous voyez. Un arbre qui paraît mort comme ça, hop, j'invente peut-être qu'il va vivre. Il y a toujours des branches, quelquefois, vous voyez des arbres morts, puis d'un coup, il y a une branche qui pousse. Et ça rejoint la cuisine, la deuxième vie. La deuxième vie, c'est vrai. La deuxième vie, oui, voilà, c'est selon ça. Fabrice. Il a sa vallée des arbres, donc il n'osera pas vous parler. Si, parce que il va nous en parler, parce qu'il plante des arbres aussi. En Vendée, puis maintenant, je crois même que tu es ambassadeur. Ambassadeur de l'ONF, absolument. L'Office national des forêts. Ouais. Voilà. Vous semez des arbres, vous ne plantez pas des arbres, vous les semez, c'est-à-dire? Depuis que je suis gamin, en fait, je m'aperçois qu'il y a des graines dans les arbres, je me dis ça doit pousser ça. Donc je mettais ça et ça pousse. Donc récemment, il y a quand même 25 ans, 30 ans, j'ai voulu semer une forêt, avoir une forêt, et donc j'ai semé une forêt. J'ai trouvé des graines d'arbres, j'ai semé 100 000 arbres, 300 000 arbres, je crois à peu près. Donc dans 1 km². Compter. Et puis. Pour être sûr qu'il y en ait au moins 10 qui poussent. Au moins, ouais, mais il y en a beaucoup qui poussent. Et puis en plus, ils ont déjà eu le temps de décémer et donc la forêt grandit en fait.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? C'est une histoire qui dure depuis longtemps? C'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps, hein, mon cher Oula. Fabrice. Non, mais ça a commencé avec une toile, une de tes toiles que j'ai achetée chez Jérôme de Noirmont. Voilà, c'est ça. Puis après, on s'est On s'est rencontrés. Et puis, dans un atelier, je me souviens très voilà. bien, Et puis où on je faisais a- un projet où j'essayais de trouver toutes les couleurs de la cuisine de Guy. voilà. Et j'ai fait une sorte de nuancier gigantesque Ouais. avec, j'imaginais toutes les couleurs de sa cuisine. On a parlé des saveurs, des consistances, des températures. Maintenant, on parle des couleurs. Comment vous l'avez conçu cet arbre? Cet arbre-là, c'est un arbre qui faisait partie d'un ensemble qui s'appelait le prototype du paradis. Et j'ai imaginé que toutes les couleurs étaient changées. C'est-à-dire que les bonhommes étaient verts et puis les feuilles étaient la couleur des peaux d'hommes du monde entier. Bon, puisqu'on est au paradis, sous cet arbre, on va faire un vœu. Pour les semaines, les mois à venir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'un et à l'autre? Guy? Que l'activité reste aussi tonique, que l'atmosphère soit aussi gourmande et que la passion ne s'émousse jamais. Que la création, l'inventivité fasse renaître tout ce monde qui est formidable. Sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Merci à tous les deux. Merci Guy Savoy. Vous pouvez bien sûr retrouver le Paris des Arts consacré à Guy Savoy sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.